Vous êtes un parasite. C'est ce que ma belle-fille m'a dit, ce soir-là, avant de me cracher au visage. Mon fils était là. Il a regardé ailleurs. Je n'ai rien dit. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai pleuré en silence, les clés de la maison serrées dans ma main, comme si elles pouvaient encore me protéger de quelque chose. Le lendemain matin, le café était servi. Mon fils a souri en me voyant descendre l'escalier. Voilà, maman. C'est bien mieux comme ça. Il pensait que j'avais compris, que j'avais accepté, que j'allais me taire et continuer à vivre dans l'ombre, dans ma propre maison, comme une invitée indésirable. Mais quand ils sont entrés dans la salle à manger, ils ont vu qui était assis à la table. Et là, ils n'ont plus dit un mot. Je m'appelle Daphné Collin. J'ai 68 ans. Pendant 50 ans, j'ai été une épouse aimante, une mère dévouée, une femme de devoir. J'ai élevé mon fils seul après la mort de son père. Je lui ai tout donné, mon temps, mon argent, mon cœur. Et un jour, il est revenu avec elle. Au début, j'étais heureuse. Guillaume avait enfin trouvé quelqu'un, une femme élégante, cultivée, avec un sourire parfait et des mots choisis. Elle savait dire « Merci, s'il vous plaît, vous êtes adorable, Daphné ». Je l'ai accueillie comme ma propre fille. Je ne savais pas encore qu'elle était venue prendre ma place. Cela a commencé doucement. Des petites remarques, presque invisibles. « Vous cuisinez toujours comme ça, Daphné ? Guillaume m'a dit que vous n'aimiez pas sortir. C'est dommage. Cette maison est si grande pour une personne seule. » Et puis un jour, elle a dit « Ce serait bien que vous nous laissiez un peu d'espace, non ?» Guillaume a hoché la tête. J'ai souri. J'ai dit oui. Je disais toujours oui. Ils se sont installés dans la maison. Peu à peu, mes affaires ont été déplacées. Mon salon est devenu leur salon. Ma cuisine, leur cuisine. Mon jardin, leur jardin. Je me suis retrouvée dans une chambre à l'étage, comme une locataire. Mais je me disais, c'est normal. C'est mon fils. Il a besoin de construire sa vie. Je me disais, je dois être compréhensive. Je me disais, je ne veux pas être une charge. Alors je me suis tue. Et puis, il y a eu ce soir, ce dîner où tout a basculé. J'avais préparé un rôti. Guillaume adorait ça. J'avais mis la table, choisi le vin, disposé les fleurs, comme avant. Comme quand il était petit et qu'on dînait tous les deux. Mais elle est arrivée la première. Elle a regardé la table, elle a regardé le rôti, elle a regardé les fleurs, et elle a dit avec un sourire glacial, « Vous croyez vraiment que ça va continuer comme ça ?» Je n'ai pas compris. Elle s'est avancée vers moi. Guillaume est entré derrière elle, les mains dans les poches. Et là, elle a dit, d'une voix calme et dure, « Vous êtes un parasite, Daphné. Vous vivez dans notre maison. Vous mangez notre nourriture, vous prenez notre espace. Il est temps que vous partiez. » J'ai ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Elle a craché. Sur mon visage. Guillaume a dit, sans me regarder, « Elle a raison, maman. C'est ce que tu mérites. » Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai tenu les clés de la maison dans mes mains toute la nuit, en pleurant. Ces clés que mon mari m'avait données le jour où nous avions acheté cette maison. Ces clés qui ouvraient chaque porte, chaque tiroir, chaque mémoire. Ces clés qui, au fond, n'avaient jamais cessé d'être les miennes. Le lendemain matin, je suis descendue. Le café était servi. Les croissants étaient chauds. Guillaume m'a souri. « Voilà, maman. C'est bien mieux comme ça. » Il pensait que j'avais compris la leçon, que j'allais me tenir tranquille, que j'allais continuer à vivre dans l'ombre, sans faire de vagues. Mais quand ils sont entrés dans la salle à manger, ils ont vu un homme assis à la table. Un homme en costume gris, avec une mallette en cuir. Maître Fournier, mon avocat. Et devant lui, étalé sur la nappe blanche, l'acte de propriété de la maison, mon testament, et un document officiel avec un cachet rouge, un ordre d'expulsion. Guillaume est devenu blanc. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. J'ai souri, calmement, sereinement. J'ai pris ma tasse de café. Et j'ai dit, pour la première fois depuis des mois, « Bonjour, asseyez-vous. Nous avons à parler. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. » Maître Fournier a ouvert sa mallette. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ce matin-là, je dois vous ramener en arrière, parce que cette maison n'a pas toujours été un champ de bataille. Elle a été, pendant très longtemps, le seul endroit au monde où je me sentais chez moi. Nous l'avons achetée en 1982, mon mari, Henri, et moi.
Guillaume avait 3 ans. C'était une maison bourgeoise avec des volets bleus, un jardin clos et un cerisier au fond qui donnait des fruits chaque été. Henri disait que c'était un signe, que cette maison nous porterait chance. Il avait raison, pendant longtemps. Je me souviens du premier matin. L'odeur du café qui montait de la cuisine, les rideaux blancs qui flottaient dans le vent, Guillaume qui courait dans le couloir en riant, ses petits pieds nus claquant sur le parquet. Henri l'a attrapé au vol, l'a soulevé dans ses bras, et ils ont dansé tous les deux dans le salon vide. « Ici, on sera heureux », a-t-il dit. Et pendant 20 ans, nous l'avons été. Chaque dimanche, je faisais un rôti. Guillaume mettait la table. Henri choisissait le vin. Et moi, je préparais ce plat que mon fils aimait tant. Du romarin, de l'ail, un peu de beurre fondu sur la viande. Après le repas, nous restions à table pendant des heures. Henri racontait des histoires, Guillaume riait. Et moi, je les regardais en pensant que c'était ça, le bonheur. Rien de spectaculaire, juste une maison, une famille et du temps. Quand Guillaume a eu 10 ans, Henri lui a appris à tailler le cerisier. Une maison, c'est comme un arbre, disait-il. Il faut s'en occuper, le respecter, et un jour, il te le rendra. Guillaume écoutait, sérieux, avec ses petites mains autour des ciseaux de jardin. Je les regardais depuis la fenêtre de la cuisine, en rinçant les assiettes. Je pensais, un jour, cette maison sera à lui, et il la transmettra à ses enfants. Et tout continuera. Je ne savais pas encore que certaines choses ne se transmettent pas. Henri est mort quand Guillaume avait 23 ans. Un infarctus, brutal, sans prévenir. Un matin, il était là. Le soir, il n'était plus là. Guillaume a pleuré dans mes bras comme un petit garçon. « Qu'est-ce qu'on va faire, maman ?» J'ai serré ses clés dans ma main, les clés de la maison, celles qu'Henri m'avait données le jour de notre emménagement. Et j'ai dit, on va continuer, ensemble, comme il l'aurait voulu. Pendant des années, nous avons vécu tous les deux. Guillaume a fait ses études, il est devenu ingénieur. Il sortait, il voyageait, il vivait sa vie. Mais chaque dimanche, il revenait, pour le rôti, pour le café, pour parler. Il s'asseyait à la même place qu'avant, celle de son père. Et moi, je me disais, tant qu'il revient, tout va bien. Mais un jour, il est revenu avec elle. Elle s'appelait Stéphanie, belle, élégante, la quarantaine, un sourire parfait. Elle a franchi la porte et tout de suite, elle a regardé la maison comme si elle l'évaluait. « C'est charmant », a-t-elle dit. Mais le mot ne sonnait pas comme un compliment. Guillaume était différent avec elle. Il riait plus fort, il parlait moins, il évitait mon regard. Quand je lui ai servi du café, il a dit « Stéphanie préfère le thé, maman ». J'ai souri. « Bien sûr, mon chéri. » Et je suis allée chercher du thé. Les dimanches ont changé. Stéphanie ne mangeait pas de viande. Guillaume a arrêté d'en manger aussi. Elle n'aimait pas le désordre. Guillaume a commencé à ranger mes affaires. Elle trouvait la maison trop vieillotte. Guillaume a parlé de rénovation. Et moi, je souriais. Je disais oui. Je m'adaptais. Parce que je pensais, c'est normal, il est amoureux, ça va passer. Mais ça n'est pas passé. Un jour, Guillaume m'a dit « Maman, on aimerait s'installer ici, juste pour quelques mois, le temps de trouver un appartement. » J'ai dit oui. Comment aurais-je pu dire non? C'était mon fils. Les quelques mois sont devenus 6 mois, puis 1 an, puis 2. Et un jour, je me suis rendu compte que je n'habitais plus chez moi. J'habitais chez eux. Les clés de la maison sont restées dans ma poche, mais elles ne servaient plus à rien, parce qu'on peut avoir les clés d'une maison et ne plus y être chez soi. Ce matin-là, quand Maître Fournier a posé les documents sur la table, Guillaume a regardé les clés que je tenais dans ma main. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la peur. Maître Fournier a sorti le premier document. Stéphanie a essayé de parler, mais il l'a interrompu d'un geste calme de la main. « Madame, je vous en prie, laissez-moi finir. » Guillaume était figé. Ses mains tremblaient légèrement sur le dossier de la chaise. J'ai bu une gorgée de café. Lentement, calmement. Et dans ce silence, je me suis souvenu du moment exact où tout a commencé à se fissurer. C'était un mardi après-midi, 3 mois après leur installation. Je rentrais des courses. J'avais acheté des poires, celles que Guillaume aimait depuis qu'il était petit. Des poires Williams, bien mûres, avec cette chair fondante qui sent l'été. J'ai posé les sacs dans la cuisine. Et là, j'ai remarqué quelque chose. Mes torchons n'étaient plus à leur place. Ceux que j'avais brodés moi-même, avec des petites fleurs bleues, ceux que ma mère m'avait appris à faire quand j'avais 20 ans. Ils avaient été remplacés par des torchons blancs.
neuf, impeccable, sans âme. J'ai ouvert le tiroir. Mes torchons étaient là, pliés tout au fond, sous les nouveaux, comme si on les avait cachés, comme si on avait eu honte d'eux. Je les ai sortis, je les ai regardés, et quelque chose, dans ma poitrine, s'est serré. Stéphanie est entrée dans la cuisine. « Ah, Daphné, vous êtes rentrée. » Elle a vu les torchons dans mes mains. Oh, ceux-là, je les ai rangés. Ils étaient un peu, comment dire, démodés. J'ai acheté des nouveaux. C'est plus moderne, non? Elle a souri. J'ai souri aussi. Oui, bien sûr. C'est gentil. J'ai remis mes torchons dans le tiroir, tout au fond. Mais ce soir-là, dans ma chambre, je les ai sortis. Je les ai tenus contre moi. Et j'ai pleuré. Parce que ce n'était pas juste des torchons. C'était un morceau de ma vie, un morceau de ma mère, un morceau de moi. Et on me les avait enlevés sans même me demander. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Mes photos, celles que j'avais accrochées dans le salon. Henri et moi à Venise. Guillaume petit, dans le jardin, avec son cerisier. Notre mariage. Elles avaient été décrochées, remplacées par des toiles abstraites, des lignes noires sur fond blanc, froides, impersonnelles. C'est plus épuré, a dit Stéphanie quand elle a vu que je les regardais. Vos photos sont dans le placard de l'entrée, en sécurité. En sécurité. Comme si mes souvenirs étaient dangereux. Guillaume ne disait rien. Quand je lui ai demandé, doucement, pourquoi il avait enlevé les photos, il a haussé les épaules. Stéphanie trouve que c'était un peu chargé, maman. Et puis, tu sais, on vit ici maintenant. On a besoin de mettre notre touche. Notre touche. Comme si ma touche n'avait plus sa place. Comme si 50 ans de vie pouvaient être effacés en 3 mois. Puis, il y a eu l'épisode de la cuisine. Un samedi matin. Je me suis levée tôt, comme d'habitude. J'ai voulu faire des crêpes. Guillaume adorait ça, le samedi matin, depuis qu'il était tout petit. Mais quand j'ai ouvert le placard, ma poêle n'était plus là. Ma vieille poêle en fonte, celle que ma grand-mère m'avait donnée, celle qui faisait les crêpes les plus fines, les plus dorées. À la place, une poêle neuve, en téflon, brillante, parfaite. J'ai cherché partout. Je l'ai trouvée dans le garage, posée sur une étagère poussiéreuse, au milieu des vieux outils d'Henri, comme un déchet. Quand Stéphanie est descendue, je lui ai demandé, calmement, « Stéphanie, ma poêle, celle en fonte, pourquoi elle est au garage ?» Elle a bu son thé tranquillement. « Oh, celle-là, elle était beaucoup trop lourde. » Et puis elle accrochait. J'ai acheté une nouvelle, anti-adhésive. C'est mieux pour la santé. Elle a souri. « Vous verrez, Daphné, c'est plus pratique. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas fait de crêpes ce matin-là, ni les suivants. Et puis, il y a eu le jardin. Mon jardin. Celui que j'entretenais depuis 40 ans. Mes rosiers, mes pivoines, mon cerisier. Un après-midi, je suis sortie et j'ai vu Guillaume avec une pelle. Il arrachait mes pivoines. « Guillaume, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est retourné, surpris. « Ah, maman, on veut refaire le jardin. Quelque chose de plus contemporain. » Stéphanie a trouvé un paysagiste. J'ai regardé mes pivoines, celles que j'avais plantées l'année où Guillaume était né. Celles qui fleurissaient chaque printemps, roses et blanches, comme des promesses. Elles étaient là, arrachées, jetées dans un tas de terre. Mais elles sont vivantes, Guillaume. Il a haussé les épaules. Ne t'inquiète pas, maman. On va mettre des bambous. C'est plus zen, comme si mes fleurs faisaient du bruit. Ce soir-là, j'ai attendu qu'ils dorment. Je suis descendue dans le jardin. J'ai récupéré 3 pivoines. Je les ai replantées dans des pots. Et je les ai montées dans ma chambre, comme des rescapés, comme moi. Petit à petit, ma maison ne me ressemblait plus. Mes torchons cachés, mes photos rangées, ma poêle au garage, mes fleurs arrachées. Et chaque fois que je disais quelque chose, on me répondait avec un sourire « C'est mieux comme ça. C'est plus moderne. C'est pour ton bien. » Et Guillaume ne disait rien. Il regardait ailleurs, comme s'il ne voyait pas ce qui était en train de se passer. Comme s'il ne voyait pas que sa mère était en train de disparaître. Un soir, j'ai voulu préparer le dîner. Stéphanie est entrée dans la cuisine et m'a dit, avec un sourire doux, « Daphné, c'est gentil, mais ce soir, je m'en occupe. Vous devez être fatiguée. Allez vous reposer. » Je ne me sentais pas fatiguée, mais je suis montée quand même. Et de ma chambre, j'ai entendu leur rire, leur voix, le bruit des couverts, comme si la vie continuait sans moi. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. J'avais rêvé que j'étais dans ma propre maison,
mais que toutes les portes étaient fermées. Je frappais, je criais. Personne ne m'entendait. Je me suis levée. J'ai pris les clés de la maison dans ma main. Je les ai serrées très fort. Et je me suis dit, dans le noir, mais c'est ma maison. C'est ma maison. Le lendemain matin, j'ai décidé de parler à Guillaume. Je l'ai attendu dans le salon. J'avais préparé du café. Le sien, comme il l'aimait. Il est descendu, déjà pressé. « Guillaume, j'aimerais qu'on parle. » Il a regardé sa montre. « Maintenant, maman? Je suis en retard. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Il a soupiré. Il s'est assis. J'ai pris une grande respiration. « Guillaume, je ne me sens plus chez moi. » Il a froncé les sourcils. « Comment ça? Mes affaires, mes photos, mon jardin, tout change et... » Il m'a coupé. « Maman, on essaie juste de moderniser un peu. C'est normal, non? On vit ici. On a le droit de se sentir chez nous aussi. Chez nous aussi. Comme si ma présence les empêchait d'être chez eux. J'ai essayé encore. Mais Guillaume, cette maison, elle est à moi, ton père et moi. » Il s'est levé. « Papa est mort, maman. Ça fait 20 ans. Il faut avancer. » Et il est parti. Je suis restée seule dans le salon, avec mon café froid et mes clés dans la main. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils n'étaient pas là pour quelques mois, qu'ils n'allaient pas chercher d'appartement, qu'ils étaient venus pour rester, et que, peu à peu, sans violence, sans cris, sans drame, ils étaient en train de me faire disparaître. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai ouvert un tiroir. J'ai sorti un petit carnet, celui que j'utilisais pour noter les recettes de famille, et j'ai commencé à écrire, pas des recettes, mais des dates, des faits, des petits détails, parce que j'avais compris que si je ne gardais pas une trace, un jour, je finirais par douter, par croire que j'exagérais, par croire que c'était moi le problème. Alors j'ai écrit, et chaque soir, j'ajoutais une ligne, comme une preuve que j'existais encore. J'ai décidé de ne plus me plaindre, de ne plus poser de questions, de ne plus dire « mais » ou « pourtant » ou « avant ». J'ai décidé d'être une bonne mère, une mère qui comprend, qui s'adapte, qui ne fait pas de vagues, parce que c'est ce qu'on attendait de moi, et parce que, au fond, j'avais peur, peur de perdre mon fils, peur qu'il parte et ne revienne jamais. Alors j'ai fait ce que beaucoup de femmes font, je me suis effacée. Le matin, je me levais avant eux, je préparais le café, le thé pour Stéphanie, les croissants que Guillaume aimait, je mettais la table, je souriais, et quand il descendait, je disais « Bien dormi ?» Stéphanie répondait à peine. Guillaume hochait la tête. Et moi, je restais debout près de l'évier, avec ma tasse de café, en attendant qu'ils aient fini pour débarrasser. Comme une domestique, dans ma propre maison. J'avais appris à marcher sans bruit, à ne pas faire craquer le parquet, à fermer les portes doucement, à ne pas déranger. Parce qu'un jour, Stéphanie m'avait dit avec un soupir fatigué « Daphné, vous faites vraiment beaucoup de bruit le matin. Guillaume travaille de chez lui maintenant. Il a besoin de calme. » Alors, j'ai appris à être silencieuse, à être invisible, à disparaître. Ils ont commencé à avoir des amis, des couples élégants, la quarantaine, qui venaient dîner le samedi soir. Je mettais la table, je préparais des amuse-bouches, et puis je montais dans ma chambre. « Maman, tu veux te joindre à nous ?» demandait Guillaume, par politesse. Mais Stéphanie ajoutait toujours avec un sourire « Bien sûr, si vous n'êtes pas trop fatiguée, Daphné. On sait que vous aimez vous coucher tôt. » Et tout le monde me regardait, en attendant que je dise non. Alors je souriais. « Non, non, amusez-vous, je vais lire un peu. » Et je montais. De ma chambre, j'entendais leurs rires, leurs conversations, le bruit des verres qui tintaient, Stéphanie qui racontait une anecdote, et tout le monde qui riait. Guillaume qui disait « Ma mère, oh elle va bien, elle est en haut, elle aime sa tranquillité, comme si j'avais choisi d'être seule, comme si j'aimais ça. » Un soir, j'ai entendu une femme demander « Et cette maison, c'est la maison de ta mère, non ?» Il y a eu un silence, et puis Stéphanie a répondu avec un petit rire « Oui, enfin, techniquement. Mais on s'en occupe maintenant. Daphné n'a plus vraiment l'énergie pour tout gérer seule. » Guillaume n'a rien dit. Il n'a pas corrigé. Il n'a pas dit « Non, c'est sa maison. Elle va très bien. » Il a laissé dire. J'ai serré les clés dans ma main. J'ai écrit dans mon carnet 12 octobre. Stéphanie a dit que je n'avais plus l'énergie de gérer la maison. Guillaume n'a rien dit. Et j'ai refermé le carnet. Quelques semaines plus tard,
Il y a eu l'épisode du médecin. J'avais rendez-vous pour un contrôle de routine. Rien de grave, juste une visite annuelle. Mais quand je suis descendue, prête à partir, Stéphanie m'a dit « Daphné, vous voulez que je vous accompagne ?» J'ai été surprise, touchée même. « Oh, c'est gentil. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est qu'un contrôle. » Elle a insisté. « Non, non, j'y tiens. À votre âge, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un. À votre âge. Comme si j'avais 90 ans. Comme si j'étais fragile. Comme si j'avais besoin d'être surveillée. » Dans la salle d'attente, elle m'a posé des questions. « Vous prenez bien vos médicaments ?» Je ne prenais qu'un comprimé pour la tension. Un seul. « Oui, bien sûr. »« Et vous dormez bien ? Pas de vertige ? Pas de perte de mémoire ?» J'ai froncé les sourcils. « Non, je vais très bien, Stéphanie. » Elle a souri. « Tant mieux, c'est juste que... » Guillaume s'inquiète. Il dit que vous oubliez des choses parfois. « J'oubliais des choses ? Quelles choses ?» Elle a haussé les épaules. « Oh, je ne sais pas. Des petits détails. Mais c'est normal à votre âge. » Quand le médecin m'a reçu, Stéphanie a voulu entrer avec moi. « Madame Collin, vous préférez que je reste seule avec vous ?» a demandé le docteur Leroux. J'allais dire oui, mais Stéphanie a dit, avant moi, « Non, non, je suis sa belle-fille. On préfère que je sois là, pour être sûre qu'elle n'oublie rien. » Le docteur Leroux m'a regardé. J'ai hoché la tête. Qu'est-ce que je pouvais dire? Pendant la consultation, Stéphanie a pris des notes. Elle a demandé si je pouvais avoir des troubles cognitifs. Le docteur a souri. Madame Collin est en parfaite santé, lucide, autonome, aucun signe de déclin. Stéphanie a insisté. Mais si jamais, plus tard, il y avait des signes, que devrait-on faire? Le docteur a froncé les sourcils. Si jamais un jour cela devenait nécessaire, on pourrait envisager un suivi. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Stéphanie a noté quelque chose dans son téléphone. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle a dit « Vous voyez, Daphné, c'est important d'être suivie. À votre âge, on ne sait jamais. » J'ai regardé par la fenêtre. Les rues défilaient, les arbres, les magasins. Et je me suis demandé, est-ce que je deviens folle? Est-ce que je fabule? Est-ce que j'oublie vraiment des choses sans m'en rendre compte? Ce soir-là, j'ai relu mon carnet. Toutes les dates, tous les faits, tous les détails. Rien n'était flou, rien n'était faux. Je n'oubliais rien, mais il voulait me faire croire que si. Peu de temps après, il y a eu l'histoire du compte en banque. Guillaume est venu me voir un dimanche matin. Il avait l'air gêné. « Maman, je voulais te parler de quelque chose. »« Oui, mon chéri ?»« Voilà. Stéphanie et moi, on pense que... Enfin, gérer tes finances toute seule, à ton âge, c'est peut-être un peu compliqué. » J'ai posé ma tasse. « Compliqué ? Guillaume, je gère mes comptes depuis 50 ans. »« Oui, je sais. Mais, tu sais, avec Internet, les arnaques, on s'inquiète. Et puis, tu n'es plus toute jeune ? Tu n'es plus toute jeune. J'avais 68 ans, pas 90. Qu'est-ce que tu proposes ? » Il a hésité. « On pourrait mettre une procuration sur ton compte, juste pour t'aider, pour que tu ne sois pas seule. Une procuration sur mon compte. Guillaume, je n'en ai pas besoin. Maman, s'il te plaît, c'est pour ton bien, pour mon bien. » Ces mots, toujours ces mots. J'ai refusé. Guillaume est parti, contrarié. Stéphanie est montée me voir, 2 heures plus tard. Elle s'est assise sur mon lit, doucement, presque tendrement. « Daphné, je comprends que ce soit difficile. » J'ai attendu la suite. Mais Guillaume s'inquiète vraiment. Il a peur que vous fassiez une erreur, que quelqu'un abuse de vous. Personne n'abuse de moi, Stéphanie. Elle a soupiré. Je sais, mais imaginez qu'un jour, vous ayez un accident ou un problème, et que personne ne puisse accéder à vos comptes pour vous aider. Ce serait terrible, non? Elle a posé sa main sur la mienne. Faites-le pour Guillaume, pour qu'il soit rassuré. J'ai cédé, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je ne voulais pas les inquiéter, parce que je voulais être une bonne mère, parce que je voulais qu'ils m'aiment. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Guillaume a signé les papiers, Stéphanie aussi. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose d'invisible, mais d'essentiel. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet « 3 novembre ». J'ai donné procuration à Guillaume. Je n'en avais pas envie, mais je l'ai fait. Et en dessous, j'ai ajouté « Je me sens moins chez moi chaque jour ». Les semaines ont passé. Je me levais, je préparais le café, je souriais, je disparaissais.
Je mangeais seule, de plus en plus souvent. Je montais dans ma chambre avant qu'il rentre. Je me faisais petite, silencieuse, obéissante. Un soir, Stéphanie m'a dit « Daphné, vous savez que cette maison est vraiment trop grande pour nous trois. » J'ai levé les yeux. « Trop grande ?»« Oui. Et puis, l'entretien, les charges, tout ça coûte cher. » Guillaume a ajouté « On pensait peut-être vendre, acheter quelque chose de plus petit, plus moderne. Vendre. Ma maison. Celle que j'avais achetée avec Henri. Celle où j'avais élevé mon fils. Celle où étaient tous mes souvenirs. Mais, Guillaume, c'est ma maison. » Il a soupiré. « Maman, c'est juste une idée. On n'a rien décidé. Mais réfléchis, ça pourrait te simplifier la vie. » Me simplifier la vie, en m'enlevant la seule chose qui me restait. J'ai dit non, fermement. Non, je ne vendrai pas cette maison. Stéphanie a souri. Un sourire froid. Bien sûr, Daphné. C'était juste une suggestion. Mais à partir de ce jour-là, quelque chose a changé. Il me regardait différemment, comme si j'étais un obstacle, comme si j'étais de trop. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots vous trouvent. Un matin, j'ai trouvé une brochure sur la table de la cuisine. Une brochure pour une résidence pour seniors. Les jardins du bonheur. Avec des photos de personnes âgées souriantes, des chambres lumineuses, des activités. Je l'ai ouverte. Quelqu'un avait entouré au stylo rouge. Formule confort. Chambre individuelle avec salle de bain. Guillaume est descendu. J'ai levé la brochure. C'est quoi ça? Il a rougi. Ah, ça. C'est Stéphanie qui l'a prise. Juste pour se renseigner. Se renseigner sur quoi? Maman, on se dit juste que, peut-être qu'un jour, tu serais mieux entourée, avec des gens de ton âge, des activités, des gens de mon âge, comme si j'étais vieille, comme si j'avais besoin d'être mise quelque part. Je n'irai pas dans une maison de retraite, Guillaume. Ce n'est pas une maison de retraite, maman. C'est une résidence. C'est différent. Je reste ici. Il a soupiré. Comme tu veux. Mais il a laissé la brochure sur la table, comme un avertissement. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir de ma chambre. J'ai vu une femme de 68 ans, fatiguée, seule, silencieuse. Et je me suis demandé, comment j'en suis arrivée là? Comment ai-je pu laisser tout cela arriver? J'ai ouvert mon carnet. J'ai lu toutes les pages, tous les petits renoncements, toutes les petites humiliations, tous les petits silences. Et j'ai compris que ce n'était pas arrivé d'un coup. Ça s'était fait lentement, jour après jour, parce que j'avais eu peur, peur de dire non, peur de déranger, peur de perdre mon fils, alors j'avais tout accepté, tout. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi a craqué. Pas violemment, pas brutalement, juste une petite fissure. Une fissure qui disait « ça suffit ». Le lendemain matin, j'ai appelé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, Maître Fournier, l'avocat de la famille, celui qui avait rédigé le testament d'Henri. « Maître, c'est Daphné Colin. J'aurais besoin de vous voir. C'est urgent. » Il m'a reçu le jour même. Je lui ai tout raconté. Les petits changements, les procurations, la brochure, tout. Il a écouté en silence. Et puis il a dit « Madame Colin, vous êtes encore propriétaire de cette maison. Vous êtes lucide, autonome. Vous avez tous les droits. » J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Que puis-je faire? Il a réfléchi. Plusieurs choses. Mais d'abord, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai regardé mes mains, mes clés, et j'ai dit, d'une voix calme, « Je veux ma maison. Je veux ma vie. Je veux qu'il parte. » Il a hoché la tête. « Alors, nous allons faire en sorte que cela arrive. » Maître Fournier m'a demandé de rassembler des preuves, des documents, des relevés bancaires, des témoignages si possible. Madame Colin, je vous crois. Mais devant la loi, il faut des éléments concrets. J'ai hoché la tête. Et je suis rentrée chez moi avec une mission. Une mission qui allait me révéler des choses que j'aurais préféré ne jamais savoir. Le lendemain, Guillaume et Stéphanie sont partis pour la journée. Un déjeuner chez des amis à 2 heures de route. On rentre tard, maman. Ne nous attends pas pour dîner. J'ai souri. Amusez-vous bien. Dès que leur voiture a disparu au bout de la rue, j'ai monté dans leur chambre. Mon cœur battait très fort. Je n'avais jamais fait ça. Jamais fouillé. Jamais espionné. Mais je n'avais plus le choix. Leur chambre était impeccable. Tout était rangé, ordonné, froid. Rien à voir avec la chambre chaleureuse que c'était quand Henri et moi y dormions.
J'ai ouvert la table de nuit de Stéphanie. Des magazines, des crèmes, un livre et un carnet. Un petit carnet noir, élégant, avec un élastique doré. J'ai hésité. Puis je l'ai ouvert. C'était une liste. Une liste écrite de la main de Stéphanie avec des dates, des montants, des notes. Maison Colin, valeur estimée 850 000 €. Compte bancaire, décès, solde environ 120 000 €. Assurance vie. Henri Colin. Bénéficiaire, Daphné, à modifier. Meubles anciens, estime. 30 000 €. Vendre chez Sotheby's. J'ai relu 3 fois. Je ne comprenais pas. Pourquoi elle avait écrit ça? Pourquoi elle avait estimé ma maison? Mes biens? J'ai tourné la page. Plan A. Convaincre DC de vendre. Racheter à moitié prix. Réinvestir. Plan B. Maison de retraite. Faire signer procuration complète. Vendre en douce. Plan C. Attendre. Patience. Elle ne peut pas vivre éternellement. Mes mains tremblaient. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai relu encore. Plan A. Plan B. Plan C. Comme si j'étais un problème à résoudre. Comme si j'étais un obstacle entre eux et mon argent. J'ai tourné encore les pages. Des notes, des calculs, des scénarios. Si elle signe la procuration complète, Guillaume pourra vendre sans son accord. Vérifier avec notaire. Médecin. Insister sur troubles cognitifs. Obtenir certificat si possible. Résidence, les Jardins du Bonheur. 2 500 € au mois. On peut payer 6 mois, ensuite vendre maison. Et tout en bas de la page, une phrase soulignée 2 fois. Guillaume doit rester du côté de sa mère jusqu'au bout. Pas de conflit. Patience et douceur. J'ai fermé le carnet. Je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé. Et je suis descendue. J'ai marché dans le salon, dans la cuisine, dans le jardin, comme une automate. Tout était clair maintenant. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la protection. C'était un plan méthodique, froid, calculé. Ils n'étaient pas venus pour quelques mois. Ils étaient venus pour prendre ma maison, mon argent, ma vie. Et Guillaume savait. Non, pire. Guillaume participait. Je me suis assise sur le banc du jardin, celui où Henri et moi nous asseyions le soir, après le dîner, pour regarder le cerisier. J'ai serré les clés dans ma main. Et j'ai pleuré. Pas de gros sanglots, pas de cris, juste des larmes silencieuses, parce que j'avais perdu mon fils. Pas à la mort, à la cupidité. Mais je n'avais pas le temps de pleurer longtemps. J'ai pris mon téléphone, j'ai photographié chaque page du carnet, chaque liste, chaque plan, chaque calcul, et j'ai tout envoyé à Maître Fournier. Voici les preuves. Il m'a répondu immédiatement. Reçu. C'est suffisant. Ne touchez à rien d'autre. Restez calme. On agit bientôt. Quand Guillaume et Stéphanie sont rentrés, ce soir-là, je regardais la télévision dans le salon. « Bonsoir, maman. Tu as passé une bonne journée ?» J'ai souri. « Oui, mon chéri. » Très calme. Stéphanie m'a regardé, comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. Mais je n'ai rien laissé paraître. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu les photos du carnet sur mon téléphone. Encore et encore. Et j'ai compris autre chose. Toutes les petites choses qui m'avaient semblé étranges prenaient soudain un sens. La visite chez le médecin. Stéphanie qui insistait pour parler de troubles cognitifs. Elle voulait un certificat médical, pour prouver que j'étais incapable de gérer mes affaires, pour justifier une procuration complète. Ou pire, une mise sous tutelle. La brochure de la résidence. Ce n'était pas une suggestion innocente, c'était une étape du plan. Me faire partir. Vendre la maison. Empocher l'argent. 2 500 € par mois. On peut payer 6 mois. 6 mois. Après, il me laisserait me débrouiller. Ou peut-être qu'il ne paierait même pas. Peut-être qu'il me mettrait dans une résidence publique. La moins chère possible. Et Guillaume, mon fils, celui que j'avais porté, élevé, aimé, celui pour qui j'avais tout sacrifié. Il était avec elle. Il suivait le plan. Guillaume doit rester du côté de sa mère jusqu'au bout. Pas de conflit. Patience et douceur. Chaque sourire. Chaque « ne t'inquiète pas, maman ». Chaque « c'est pour ton bien ». Tout était calculé. Tout était faux. Le lendemain, j'ai commencé à chercher d'autres indices. J'attendais qu'ils sortent, qu'ils aillent faire des courses, qu'ils partent au travail. Et je fouillais, discrètement, méthodiquement, comme eux. Dans le bureau de Guillaume, j'ai trouvé des documents, des brochures d'agences immobilières, avec des estimations de prix pour la maison.
3 agences différentes. Toutes donnaient des valeurs entre 800 000 et 900 000 euros. Et sur l'une d'elles, une note manuscrite de Guillaume, demander estimation basse, faire croire à maman que la maison vaut moins. Négocier rachat familial. Rachat familial. Il voulait me faire croire que la maison ne valait presque rien, pour me la racheter, à moitié prix, et ensuite la revendre au prix réel, en empochant la différence. J'ai tout photographié, tout envoyé à Maître Fournier. Dans un tiroir, j'ai trouvé des relevés bancaires, les miens, ceux auxquels Guillaume avait désormais accès grâce à la procuration. Il y avait des surlignages, des montants encerclés. Retraite, 2100 € mois. Dividendes actions, env 800 € mois. Total disponible, 2900 € mois. Et une note, suffisant pour payer résidence pendant 1 an. Après, on vend tout. Tout. Mes économies, mes actions, ma maison. Ils avaient tout planifié, jusqu'au dernier euro. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 18 novembre. J'ai trouvé le carnet de Stéphanie. J'ai tout compris. Ce n'est pas de l'amour, c'est du vol. Les jours suivants, j'ai continué à vivre normalement. Je souriais. Je préparais le café. Je disparaissais. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je n'avais plus peur. J'avais de la colère. Une colère froide, calme, déterminée. Un après-midi, je rangeais la cuisine. Guillaume était au téléphone dans le salon. Il parlait bas, mais j'entendais des bribes. Non, elle n'a rien signé encore. Oui, je sais. Il faut être patient. Steph dit qu'elle commence à être fatiguée. Elle monte de plus en plus tôt. Encore 6 mois, maximum. Après, on pourra passer à l'étape suivante. Je me suis figée. Encore 6 mois. Ils avaient un calendrier, un délai. Après 6 mois, ils passeraient à l'étape suivante. Quelle étape? La maison de retraite? La vente forcée? Pire, j'ai continué à essuyer les assiettes, calmement, comme si je n'avais rien entendu. Le soir même, j'ai appelé Maître Fournier. Maître, ils ont un plan précis. Ils parlent de 6 mois. Je crois qu'ils vont bientôt agir. Madame Collin, nous aussi, nous allons agir. Mais il faut faire les choses dans les règles. Encore quelques jours. Vous tiendrez? Oui, je tiendrai. Le lendemain, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Une vieille amie, Marguerite, est venue sonner à la porte. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle avait essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je n'avais pas répondu, parce que Stéphanie m'avait dit « Daphné, vous devriez vous reposer, voir moins de monde. Vous avez l'air si fatiguée. » Et j'avais obéi, comme toujours. Mais ce jour-là, Marguerite a insisté. Elle a sonné. Encore et encore. Stéphanie a ouvert. « Bonjour, je suis une amie de Daphné. Je voudrais la voir. » Stéphanie a souri. « Oh, Daphné n'est pas très bien en ce moment. Elle se repose beaucoup. Je ne voudrais pas la déranger. » Mais Marguerite n'était pas du genre à se laisser impressionner. Justement, si elle ne va pas bien, j'aimerais la voir. J'ai entendu la conversation depuis l'étage. Je suis descendue. « Marguerite !» Elle m'a regardée, et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. De l'inquiétude. « Daphné, ça fait si longtemps ?» Nous nous sommes embrassés. Stéphanie est restée là, les bras croisés. « Je vais faire du thé », a-t-elle dit avec un sourire forcé. Marguerite et moi nous sommes assises dans le salon. Elle m'a pris la main. « Daphné, qu'est-ce qui se passe? Tu as maigri. Tu as l'air éteinte. » J'allais dire « Mais non, tout va bien, comme d'habitude. » Mais je me suis arrêtée, parce que Marguerite me connaissait depuis 40 ans. Elle avait été là quand Henri était mort. Elle savait qui j'étais. Alors j'ai dit, tout bas, « Marguerite, je ne vais pas bien. » Elle a serré ma main plus fort. « Raconte-moi. » Mais Stéphanie est revenue avec le thé. Elle s'est assise avec nous, comme une surveillante. Marguerite a essayé de parler de choses normales, de ses petits-enfants, de son jardin, de nos anciennes sorties. Mais Stéphanie répondait à ma place. « Oh, Daphné ne sort plus beaucoup. Elle préfère rester à la maison. Daphné se fatigue vite maintenant. Daphné a besoin de calme. » Et moi, je ne disais rien. Quand Marguerite est partie, elle m'a serré très fort. Et elle m'a glissé à l'oreille. « Si tu as besoin de moi, appelle-moi. N'importe quand. » J'ai hoché la tête, mais je ne l'ai pas appelé. Pas tout de suite, parce que j'avais peur. Peur qu'il l'apprenne. Peur qu'il m'isole encore plus. Peur de tout perdre. Ce soir-là, Guillaume est venu me voir dans ma chambre. Il s'est assis sur le bord de mon lit. « Maman, tu sais qu'on t'aime, hein ?» J'ai regardé ses yeux.
Les mêmes yeux que quand il était petit. Les mêmes yeux avec lesquels il me regardait quand il avait fait une bêtise. Oui, Guillaume. Tout ce qu'on fait, c'est pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai souri. Oui, mon chéri. Il a embrassé mon front. Bonne nuit, maman. Dès qu'il est sorti, j'ai pris mon téléphone. J'ai écrit à Maître Fournier. Quand? Quand est-ce qu'on agit? Il a répondu, bientôt. Très bientôt. Tenez bon. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Henri. Il était dans le jardin, près du cerisier. Il me regardait, et il disait « Daphné, défends-toi ». Je me suis réveillée en sursaut. Il faisait encore nuit. J'ai pris mes clés. Je les ai serrées. Et j'ai su que le moment approchait, que bientôt j'allais reprendre ma vie. 2 jours plus tard, il s'est passé quelque chose qui a tout précipité. J'ai reçu un coup de fil. De la banque. Madame Collin? C'est la banque régionale. Nous vous appelons pour confirmer un virement important depuis votre compte. Mon sang s'est glacé. Quel virement? Un virement de 50 000 €, autorisé par monsieur Guillaume Collin, qui dispose d'une procuration sur votre compte. Nous voulions juste nous assurer que vous étiez au courant. 50 000 €. Non, je ne suis pas au courant. Annulez ce virement immédiatement. Madame, annulez-le, maintenant, et retirez la procuration de mon fils. Il y a eu un silence. Très bien, madame. Nous allons bloquer le virement. Mais pour retirer la procuration, vous devrez venir en personne. J'arrive. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. 50 000 €. Ils avaient essayé de voler 50 000 €. Sans me demander, sans me prévenir. J'ai appelé Maître Fournier. Maître, ils viennent d'essayer de me voler 50 000 €. Quoi? Je lui ai tout raconté. Il a dit, d'une voix ferme, « Madame Collin, c'est terminé. On agit maintenant. Demain matin. Soyez prête. » Je suis prête. Ce soir-là, au dîner, Guillaume et Stéphanie ont fait comme si de rien n'était. Ils ont parlé de vacances, de projets, de l'avenir. Et moi, j'ai souri. J'ai mangé en silence. Et j'ai pensé, profitez-en. C'est votre dernier dîner ici. Ce matin-là, je me suis levée avant l'aube. J'ai pris une douche. J'ai mis ma plus belle robe, celle en laine bleue qu'Henri m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. Je me suis coiffée, maquillée. J'ai mis mes perles. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais plus depuis longtemps. Une femme debout. Une femme digne. Une femme qui n'allait plus se laisser faire. J'ai descendu les escaliers à 6 heures du matin. J'ai préparé le café. Le vrai café. Celui que j'aimais. Pas le thé de Stéphanie. J'ai sorti ma belle vaisselle. Celle du service de mariage. Celle qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. J'ai mis la table dans la salle à manger. Avec la nappe brodée, les serviettes blanches, les couverts en argent. J'ai disposé des croissants, du beurre, de la confiture, comme pour un dimanche d'autrefois, comme quand Henri était là. À 7 heures, Maître Fournier a sonné à la porte. Je l'ai fait entrer discrètement. Il portait son costume gris, sa mallette en cuir, et une expression grave. « Madame Collin, êtes-vous certaine ?» J'ai serré mes clés dans ma main. « Absolument certaine. Vous savez que ça va être difficile, que votre fils... » « Je sais, maître. Mais c'est nécessaire. » Il a hoché la tête. « Alors allons-y. » Nous nous sommes installés dans la salle à manger. Maître Fournier a sorti ses documents. L'acte de propriété de la maison. À mon nom. Le testament d'Henri, qui me désignait comme unique héritière. Les relevés bancaires, avec la tentative de virement bloqué. Les photos du carnet de Stéphanie, avec tous les plans détaillés. Les estimations immobilières annotées par Guillaume. Tout. J'ai entendu des pas à l'étage. Guillaume qui se levait. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mais je suis restée calme. J'ai bu une gorgée de café. Et j'ai attendu. Guillaume est descendu le premier. En pyjama, les cheveux ébouriffés, les yeux encore endormis. Il est entré dans la salle à manger. Il m'a vu. Il a vu la table dressée. Les croissants. Il a souri. « Oh maman, tu as fait tout ça? C'est gentil. Voilà, c'est bien mieux comme ça. » Et puis il a vu Maître Fournier. Son sourire s'est figé. « Qui êtes-vous » Maître Fournier s'est levé. « Maître Fournier, avocat de Madame Collin. Bonjour, Monsieur Collin. » Guillaume est devenu blanc. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai posé ma tasse. Calmement. « Assieds-toi, Guillaume. »« Mais, assieds-toi. » Il s'est assis. Ses mains tremblaient légèrement. Stéphanie est descendue quelques minutes plus tard. Elle portait son peignoir blanc. Ses cheveux étaient parfaits. Son sourire aussi.
Bonjour, Daphné, Elle s'est arrêtée net en voyant Maître Fournier. Son sourire a disparu. Qui êtes-vous? Maître Fournier, avocat de Madame Colin. Elle a regardé Guillaume, puis moi, puis les documents sur la table. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la peur. Asseyez-vous, Stéphanie, ai-je dit. Elle est restée debout. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Vous allez comprendre, asseyez-vous. Elle s'est assise, lentement. Guillaume la regardait, paniqué. J'ai respiré profondément. Et j'ai commencé. Pendant des mois, j'ai cru que j'étais en train de devenir folle, que j'exagérais, que c'était moi, le problème. Maman, qu'est-ce que tu... Laisse-moi finir, Guillaume. Ma voix était calme, mais ferme. Il s'est tu. Vous êtes venu dans ma maison il y a 2 ans. Pour quelques mois, disais-tu. Le temps de trouver un appartement. J'ai dit oui. Comment aurais-je pu dire non? Tu es mon fils. Guillaume a baissé les yeux. Mais vous n'êtes jamais parti. Petit à petit, ma maison n'était plus ma maison. Mes affaires disparaissaient. Mes photos étaient décrochées. Mon jardin était détruit. Mes souvenirs étaient effacés. Et chaque fois que je disais quelque chose, on me répondait « C'est pour ton bien. C'est mieux comme ça. Tu es fatigué. » Stéphanie a ouvert la bouche, mais Maître Fournier l'a arrêtée d'un geste. « Laissez Madame Colin parler. Vous m'avez emmenée chez le médecin. Tu as insisté pour parler de troubles cognitifs, Stéphanie. Tu as demandé ce qu'on ferait si j'avais des problèmes. Le médecin a dit que j'allais parfaitement bien. Mais tu as continué, parce que tu avais besoin d'un certificat médical, pour prouver que j'étais incapable. Stéphanie est devenue pâle. Vous m'avez fait signer une procuration bancaire. Pour m'aider, disais-tu, Guillaume. Pour que je ne sois pas seule. Mais hier, la banque m'a appelé pour confirmer un virement de 50 000 € que tu avais autorisé, sans me demander, sans me prévenir. Guillaume a ouvert la bouche. Maman, je peux expliquer. Non, tu ne peux pas. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert les photos du carnet de Stéphanie et je les ai posées devant eux. J'ai trouvé ça dans ta table de nuit, Stéphanie. Elle est devenue blanche. Maître Fournier a lu à haute voix « Plan A. Convaincre d'ici de vendre, racheter à moitié prix, réinvestir. Et plan B. Maison de retraite. Faire signer procuration complète. Vendre en douce. Plan C. Attendre. Patience. Elle ne peut pas vivre éternellement. » Le silence était assourdissant. Guillaume a murmuré « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. » Vraiment, Guillaume? J'ai sorti une autre photo. Et ça? Les estimations immobilières? Avec ta note? Demander estimation basse. Faire croire à maman que la maison vaut moins. Négocier, rachat familial. Il a fermé les yeux. Pendant 50 ans, j'ai vécu dans cette maison. J'y ai élevé mon fils. J'y ai aimé mon mari. J'y ai pleuré sa mort. Et vous avez tout calculé. Combien je valais? Combien ma maison valait? Combien de temps il vous faudrait pour tout prendre? Ma voix tremblait. Mais je ne pleurais pas. Guillaume, tu es mon fils. Je t'ai donné la vie. Je t'ai tout donné. Mon temps, mon amour, mon argent. Et toi, tu as vendu ta mère. Pour de l'argent. Il a levé les yeux vers moi. Et j'ai vu des larmes. Maman, Est-ce que tu m'aimes, Guillaume? Il a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Réponds-moi. Est-ce que tu m'aimes? Ou est-ce que tu aimes mon argent? Stéphanie s'est levée brusquement. Écoutez, Daphné, vous exagérez. Ce carnet, c'était juste des idées, des projections. Rien de sérieux. Rien de sérieux? 50 000 €, ce n'est rien de sérieux? C'était pour un investissement? Pour vous? Pour votre avenir? Mon avenir? Tu veux dire ma maison de retraite que vous alliez payer 6 mois avant de tout vendre? Elle s'est tue. Maître Fournier a pris la parole. Madame, monsieur, voici la situation juridique. Il a posé l'acte de propriété sur la table. Cette maison appartient à Madame Colin. Uniquement à Madame Colin. Vous y vivez depuis 2 ans, sans bail, sans loyer, sans accord formel. Légalement, vous êtes des occupants sans titre. Guillaume a pâli. La tentative de virement de 50 000 € sans le consentement éclairé de Madame Colin constitue un abus de confiance. Les documents que vous avez rédigés, Madame, il a regardé Stéphanie, prouvent une intention de spoliation et de manipulation. Et votre insistance auprès du médecin pour obtenir un certificat de troubles cognitifs alors que Madame Colin est en parfaite santé pourrait être qualifiée de tentative d'escroquerie aggravée. Stéphanie s'est levée. C'est ridicule. Vous ne pouvez rien prouver. Maître Fournier a souri froidement. Madame, vous avez écrit tout cela de votre propre main.
Madame Colin a photographié chaque page, avec la date et l'heure. Ces documents sont recevables devant un tribunal. Elle s'est rassise. Voici donc ce qui va se passer, a continué Maître Fournier. Vous allez quitter cette maison. Aujourd'hui. La procuration bancaire a été révoquée ce matin même. Madame Colin ne déposera pas de plainte pour abus de confiance. Guillaume a relevé la tête, un espoir dans les yeux. À condition que vous partiez immédiatement et que vous ne cherchiez plus jamais à la contacter ou à réclamer quoi que ce soit. Et si nous refusons ? A demandé Stéphanie, d'une voix tremblante. Alors je déposerai plainte, et je demanderai une enquête complète sur vos finances, sur vos intentions, sur tout. Et croyez-moi, avec les preuves que nous avons, vous risquez bien plus qu'une simple expulsion. Stéphanie s'est levée. Très bien, très bien. Guillaume, on s'en va. Elle est montée à l'étage. Guillaume est resté assis. Il me regardait, avec des yeux de petit garçon perdu. Maman, je suis désolée. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, de la tristesse. Une tristesse immense. Guillaume, pendant toute ma vie, j'ai cru que l'amour était inconditionnel. Qu'entre une mère et son fils, il y avait quelque chose d'incassable. Je me trompais. Maman, je t'aime. Non, Guillaume, tu aimes mon argent. Si tu m'avais aimé, tu ne m'aurais pas laissé disparaître dans ma propre maison. Si tu m'avais aimé, tu ne m'aurais pas laissé pleurer seule chaque soir. Si tu m'avais aimé, tu aurais dit non. À elle, à ses plans, à tout. Il a pleuré. De vraies larmes. Et une partie de moi voulait le prendre dans mes bras, le consoler, lui dire « Ce n'est rien, je te pardonne ». Mais je ne pouvais pas, parce que pardonner sans justice, ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Va-t'en, Guillaume. Maman, va-t'en. Il s'est levé. Il a monté les escaliers, lentement, comme un condamné. J'ai entendu des bruits de valises, des portes qui claquaient, des voix étouffées. Stéphanie qui disait « Dépêche-toi, on part ». Guillaume qui murmurait quelque chose. Et puis, le silence. Ils sont redescendus 1 heure plus tard, avec des valises, des sacs, quelques cartons. Stéphanie est passée devant moi sans un regard. Elle est sortie. Elle a chargé la voiture. Guillaume est resté sur le seuil. Il me regardait. « Maman, est-ce qu'on pourra un jour… » Je ne sais pas, Guillaume. Je t'aime. Si c'est vrai, alors prouve-le. Pas avec des mots, avec des actes. Deviens l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. Il a hoché la tête. Il est sorti. La porte s'est refermée. J'ai entendu la voiture démarrer, s'éloigner, disparaître. Et puis, le silence. Un silence immense. Un silence que je n'avais pas entendu depuis 2 ans. Maître Fournier m'a regardé. « Madame Colin, vous avez été très courageuse. » J'ai souri tristement. « Non, maître, j'ai juste arrêté d'être lâche. » Il est parti quelques minutes plus tard. Je suis restée seule, dans ma maison qui était enfin redevenue ma maison. J'ai marché dans le salon. Mes pas résonnaient sur le parquet. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais est entré. J'ai enlevé les toiles abstraites. J'ai ressorti mes photos. Henri et moi à Venise. Guillaume petit, dans le jardin. Je les ai raccrochés. Je suis allée dans la cuisine. J'ai sorti ma vieille poêle en fonte du garage. Je l'ai lavée, huilée, remise à sa place. J'ai sorti mes torchons brodés. Je les ai déployés, comme des drapeaux. Je suis allée dans le jardin. Mes pivoines en pot étaient encore là, dans ma chambre. Je les ai replantées, à leur place, près du cerisier. Et puis je me suis assise sur le banc, celui où Henri et moi nous asseyions autrefois. J'ai sorti mes clés. Je les ai regardées. Ces clés qui n'avaient jamais cessé d'être les miennes, mais que j'avais oublié d'utiliser. J'ai pleuré, longtemps, pas de colère, pas de rage, juste de la tristesse, parce que j'avais perdu mon fils, pas à la mort, mais à quelque chose de pire, à lui-même. Mais au fond de cette tristesse, il y avait autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps, de la fierté. Je m'étais défendue, j'avais dit non, j'avais repris ma vie, et ce soir-là, pour la première fois depuis 2 ans, j'ai dormi dans ma chambre. Pas celle à l'étage, mais ma vraie chambre. Celle que j'avais partagée avec Henri, celle qu'ils avaient prise et que je venais de reprendre. Je me suis couchée dans mon lit, j'ai serré mes clés contre mon cœur et j'ai murmuré « Henri, j'espère que tu es fier de moi. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Les premiers jours ont été étranges.
La maison était silencieuse. Pas le silence oppressant d'avant, quand je marchais sur la pointe des pieds pour ne pas les déranger. Un autre silence, le silence de l'absence, le silence de la liberté, mais aussi le silence de la solitude. Le premier matin, je me suis réveillée à 6 heures, par habitude. J'ai descendu les escaliers, j'ai préparé le café, et puis je me suis arrêtée. Personne n'allait descendre, personne n'allait s'asseoir à table, personne. J'ai bu mon café seul, dans le silence, et j'ai pleuré. J'ai passé cette première semaine à remettre la maison en ordre, à effacer leurs traces. J'ai rangé les toiles abstraites dans le garage, j'ai démonté leur bureau, j'ai retiré leurs affaires de la salle de bain. Chaque objet que je touchais me renvoyait à eux, à lui, à mon fils. Dans un tiroir, j'ai trouvé une photo. Guillaume, à 5 ans, dans mes bras, devant le cerisier. Il riait, je riais. Nous étions heureux. J'ai regardé cette photo longtemps. Et je me suis demandé, où est passé cet enfant? Quand est-ce qu'il a disparu? Quand est-ce que mon fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais plus? J'ai rangé la photo dans une boîte, avec les autres souvenirs, parce que je ne pouvais pas la jeter. Mais je ne pouvais pas non plus la regarder tous les jours. Pas encore. Marguerite est venue me voir 3 jours après leur départ. Elle a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, elle m'a serré dans ses bras sans dire un mot. Et j'ai pleuré. Sur son épaule, comme une petite fille. « Raconte-moi », a-t-elle dit. Nous nous sommes assises dans le salon. Et je lui ai tout raconté. Le carnet, les plans, la tentative de vol, la confrontation. Elle m'a écoutée en silence. Et quand j'ai eu fini, elle a dit « Daphné, tu as été incroyablement courageuse. » Je ne me sens pas courageuse. Je me sens vide. C'est normal. Tu viens de perdre ton fils. Mais il est vivant. Oui. Et c'est encore plus douloureux. Elle avait raison. Perdre quelqu'un à la mort, c'est terrible. Mais au moins, on peut faire le deuil. On peut se dire « il est parti ». Ce n'était pas son choix. C'était la vie. Mais perdre quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui a choisi de vous trahir, quelqu'un qui pourrait revenir, s'excuser, changer, mais qui ne le fait pas, c'est une douleur différente. Une douleur qui ne guérit pas de la même façon. Marguerite est restée avec moi toute la journée. Elle m'a aidé à descendre les derniers cartons du grenier, à trier les affaires qu'ils avaient laissées. « Tu veux que je les mette à la poubelle ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité. « Non. Mets-les dans le garage. Au cas où… » « Au cas où quoi ? Au cas où ils reviennent. » Elle m'a regardée avec tendresse. « Daphné, je sais, Marguerite, je sais, mais c'est mon fils. » Le soir, quand elle est partie, je me suis retrouvée seule à nouveau. J'ai fait à dîner, pour moi seule. J'ai mis la table, j'ai mangé, j'ai débarrassé. Tout était calme, tout était à moi, mais tout était vide. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à Guillaume. Où était-il? Chez des amis? À l'hôtel? Avec elle? Est-ce qu'il pensait à moi? Est-ce qu'il regrettait? Ou est-ce qu'il me détestait? À 3 heures du matin, j'ai allumé la lumière. J'ai pris mon carnet. Et j'ai écrit « 22 novembre. Guillaume est parti. La maison est à moi. Mais je me sens plus seule que jamais. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû pardonner? Fermer les yeux? Continuer à vivre dans l'ombre? Mais au moins l'avoir près de moi? Non, parce qu'il n'était pas près de moi. Il était près de mon argent, et je mérite mieux que ça. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une routine. Je me levais, je prenais mon café, je lisais, j'allais au marché, je jardinais, je recevais Marguerite, quelques autres amis, des gens que je n'avais pas vus depuis des mois, parce que Stéphanie m'avait isolée, peu à peu, sans que je m'en rende vraiment compte. Mais maintenant, elles revenaient, elles sonnaient à ma porte, elles apportèrent des gâteaux, elles restaient me boire le thé. Et elle disait « Daphné, ça fait si longtemps. On s'inquiétait pour toi. On a essayé de t'appeler, mais tu ne répondais jamais. » Et je réalisais combien j'avais été seule, combien il m'avait coupé du monde. Un après-midi, une de mes amies, Pauline, m'a dit « Daphné, je vais te dire quelque chose, mais promets-moi de ne pas te fâcher. Vas-y, ta belle-fille, elle nous a dit, il y a quelques mois, que tu n'allais pas bien, que tu avais des troubles de mémoire, que tu te fatiguais vite, que tu ne voulais plus voir personne. » Je me suis figée. Quoi? On l'a cru, Daphné. On pensait te laisser tranquille. On ne voulait pas te déranger. Donc ce n'était pas juste dans la maison. Elle avait menti à mes amis. Elle m'avait isolée de tout le monde, pour que personne ne remarque, pour que personne ne pose de questions, pour que je sois seule, vulnérable, facile à manipuler. Je vais bien, Pauline.
J'ai toujours été bien. Je sais, je le vois maintenant. Mais à l'époque, on ne savait pas. Ce n'est pas ta faute. Elle a pris ma main. Qu'est-ce qui s'est passé, Daphné? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, elle était en larmes. Mon Dieu, Daphné, comment as-tu pu supporter ça? Je ne sais pas. Mais c'est fini maintenant. Ton fils, Guillaume, comment a-t-il pu? J'ai souri tristement. Je me pose la même question tous les jours. Le dimanche suivant, j'ai fait un rôti, par habitude, parce que le dimanche, on faisait toujours un rôti. Henri, Guillaume, moi, j'ai mis la table, j'ai cuisiné, j'ai sorti le vin, et puis je me suis assise, seule, avec mon rôti, pour une personne. Et j'ai pleuré, parce que ce n'était pas juste la maison que j'avais perdue pendant 2 ans, ce n'était pas juste ma liberté, c'était ma famille, mon fils, l'idée que j'avais de lui, l'amour que je croyais inconditionnel. Tout ça, je l'avais perdu. J'ai essayé de manger, mais je n'avais pas faim. J'ai rangé le rôti dans le réfrigérateur. Et je me suis dit, plus jamais je ne ferai de rôti le dimanche, parce que c'est trop douloureux. Parce que ça me rappelle ce que j'ai perdu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message. De Guillaume. Un simple SMS. Maman, est-ce qu'on peut parler? Mon cœur s'est arrêté. J'ai lu le message 10 fois. Mes mains tremblaient. Une partie de moi voulait répondre immédiatement. Dire « Oui, viens, on va parler, on va arranger ça ». Mais une autre partie de moi disait « Non, pas encore ». J'ai attendu 2 heures, et puis j'ai répondu « Pas maintenant, Guillaume, j'ai besoin de temps ». Il a répondu tout de suite « Je comprends, je suis désolée, maman ». J'ai regardé ce message longtemps. Désolée, est-ce qu'il l'était vraiment? Ou est-ce qu'il disait ça parce qu'il avait besoin de quelque chose? Parce qu'il regrettait de s'être fait prendre? Ou parce qu'il regrettait vraiment ce qu'il avait fait? Je ne savais pas. Et c'était ça, le plus douloureux. Ne plus savoir, ne plus faire confiance. Cette nuit-là, j'ai relu toutes nos conversations. Tous les messages qu'il m'avait envoyés ces 2 dernières années. « Salut maman, ça va? Merci pour le dîner. On t'aime. » Tous ces petits mots. Est-ce qu'ils étaient sincères? Ou est-ce qu'ils faisaient partie du plan? Guillaume doit rester du côté de sa mère jusqu'au bout. Pas de conflit, patience et douceur. J'ai fermé mon téléphone et j'ai pleuré. Parce que je ne savais plus quoi croire. Parce que tout ce que je pensais savoir sur mon fils s'était effondré. Le lendemain, je suis allée au cimetière, sur la tombe d'Henri. Je m'y étais pas allée depuis des mois. Parce que Stéphanie disait toujours « Daphné, vous devriez vous reposer. C'est loin. Vous allez vous fatiguer. » Et j'avais écouté, comme toujours. Mais ce jour-là, j'y suis allée. J'ai apporté des fleurs, des roses blanches. Je me suis assise sur le banc, devant la tombe, et j'ai parlé à Henri. « Henri, je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais j'ai besoin de parler. » J'ai chassé Guillaume de la maison. Il voulait nous voler. Nous voler, Henri, ton fils, notre fils. Il a tout planifié avec elle. Ils voulèrent me mettre dans une maison de retraite, vendre notre maison, prendre notre argent. Et moi, comme une idiote, je ne voyais rien. Le vent soufflait doucement. Les feuilles tombèrent des arbres. Dis-moi que j'ai bien fait. Dis-moi que je n'ai pas été trop dure. Dis-moi que tu aurais fait pareil. Silence. Mais Henri, c'est notre fils. C'est le petit garçon qu'on a élevé ensemble. Celui qui courait dans le jardin. Celui qui riait dans tes bras. Où est-il? Où est passé cet enfant? J'ai pleuré longtemps sur cette tombe. Pas juste pour Guillaume, mais pour tout. Pour Henri qui n'était plus là. Pour la famille que nous avions été. Pour la femme que j'avais été. Pour tout ce qui était cassé. En rentrant, j'ai vu une voiture garée devant la maison. Mon cœur a fait un bond. Guillaume? Mais non, c'était Maître Fournier. Il est descendu de sa voiture quand il m'a vu. Madame Colin, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, entrez. Nous nous sommes assis dans le salon. Il avait l'air grave. Madame Colin, je voulais vous informer de quelque chose. Oui, votre fils, Guillaume, il a essayé de me contacter. Mon cœur s'est serré. Que voulait-il? Il voulait savoir si vous accepteriez de le voir, de parler. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que je vous transmettrais le message, mais que la décision vous appartenait. J'ai regardé mes mains. Mes clés étaient reposées sur la table. Est-ce qu'il a dit autre chose? Il a dit qu'il regrettait, qu'il voulait s'expliquer. Maître, est-ce que je dois le voir? Il a réfléchi. Madame Colin, je ne peux pas répondre à cette question.
C'est à vous de décider. Mais je peux vous dire ceci. Ne le faites pas par culpabilité. Ne le faites pas parce que vous pensez que vous devez lui pardonner parce que c'est votre fils. Faites-le seulement si vous pensez que c'est bon pour vous, pour votre paix intérieure. J'ai hoché la tête. Merci, maître. Prenez votre temps. Et si un jour vous décidez de le voir, faites-le ici, dans votre maison, sur votre terrain, pas chez lui. Pourquoi? Parce que c'est important, symboliquement. Vous êtes celle qui a le pouvoir maintenant, pas lui. Après son départ, je suis restée longtemps assise dans le salon, à regarder le cerisier par la fenêtre. Est-ce que je devais voir Guillaume? Est-ce que je devais lui pardonner? Est-ce qu'une mère peut vraiment couper les liens avec son enfant? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'était que j'avais besoin de temps, de guérir, de me retrouver, avant de pouvoir affronter à nouveau mon fils. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet « 29 novembre. Guillaume veut me parler. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut le revoir. L'autre partie a peur. Peur qu'il me fasse encore mal. Peur de me laisser manipuler à nouveau. Peur de découvrir que je ne peux plus lui faire confiance. Jamais. » Et puis j'ai ajouté « Mais peut-être que c'est ça. Grandir. Accepter que les gens changent. Accepter que l'amour ne suffit pas toujours. Accepter que parfois, pour se sauver soi-même, il faut laisser partir ceux qu'on aime. Même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. 2 semaines ont passé. 2 semaines pendant lesquelles j'ai réfléchi. À Guillaume, à moi, à ce qu'était une mère, à ce qu'était un fils, à ce que signifiait pardonner, et à ce que signifiait se respecter. J'ai passé beaucoup de temps dans le jardin, à planter, à tailler, à réparer ce qui avait été détruit. Mes pivoines avaient repris. Elles étaient petites encore, fragiles, mais vivantes. Le cerisier aussi semblait différent, comme s'il respirait mieux, comme s'il sentait que la maison était redevenue ce qu'elle devait être, un lieu de vie, pas un champ de bataille. Un matin, en buvant mon café sur le banc du jardin, j'ai eu une révélation. Pas quelque chose de spectaculaire, pas un éclair de sagesse, juste une pensée, claire et simple. Je n'ai pas besoin de vengeance, je n'ai pas besoin qu'il souffre. La vie s'en chargera, parce que c'est comme ça que ça marche. Les gens qui trahissent, qui mentent, qui manipulent, ils finissent toujours par récolter ce qu'ils ont semé. Pas tout de suite, pas de manière spectaculaire, mais lentement, sûrement. La vie a sa propre justice. Guillaume et Stéphanie vivaient dans un monde construit sur le mensonge, sur la cupidité, sur la trahison. Ce genre de fondation, ça ne tient jamais longtemps. Tôt ou tard, tout s'effondre. Et quand ça arrive, il n'y a personne pour les rattraper. Parce qu'on ne peut pas construire une vie sur le dos de quelqu'un d'autre sans que ça finisse par se retourner contre soi. J'ai compris que je n'avais pas à faire quoi que ce soit, pas à me venger, pas à leur souhaiter du mal, juste à vivre bien, à vivre pleinement et à laisser le temps faire son travail. Ce matin-là, j'ai pris une décision. J'allais voir Guillaume, pas parce qu'il le méritait, pas parce que je lui devais quelque chose, mais parce que moi, j'en avais besoin, pour fermer un chapitre, pour dire ce que j'avais à dire, et pour avancer. J'ai envoyé un message à Guillaume. « Tu peux venir samedi après-midi, seul, 15 heures. » Il a répondu immédiatement. « Merci maman, je serai là. » J'ai prévenu Maître Fournier. Il a approuvé. « C'est bien, Madame Collin, mais restez ferme, ne laissez pas la culpabilité vous envahir. Je ne laisserai pas. Et surtout, écoutez-le. Mais écoutez-vous aussi. Le samedi, j'ai préparé la maison. J'ai nettoyé, rangé. J'ai mis des fleurs fraîches sur la table. Pas pour lui, pour moi. Parce que j'avais besoin de me sentir forte, de me sentir chez moi, de me sentir en paix. J'ai mis ma robe bleue, celle qu'Henri aimait. Je me suis coiffée, maquillée. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme digne, une femme debout, une femme qui n'avait plus peur. À 15 heures, la sonnette a retenti. Mon cœur a battu plus fort, mais je suis restée calme. J'ai ouvert la porte. Guillaume était là. Il avait maigri. Il avait des cernes. Ses vêtements étaient refroissés. Il n'avait plus ce sourire confiant qu'il avait avant. Il avait l'air petit, perdu. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Guillaume. »« Entre. » Il est entré, lentement, comme s'il avait peur. Nous nous sommes assis dans le salon. Le même salon où, 3 semaines plus tôt, Maître Fournier lui avait annoncé qu'il devait partir. Il y a eu un long silence. Guillaume regardait ses mains. « Maman, je ne sais pas par où commencer. »« Commence par la vérité. »
Il a levé les yeux vers moi. J'ai tout gâché. Oui, je ne sais même pas comment j'en suis arrivé là. Raconte-moi. Il a pris une grande respiration. Quand j'ai rencontré Stéphanie, j'étais perdue. Professionnellement, financièrement. J'avais des dettes, des problèmes. Elle était brillante, ambitieuse. Elle avait un plan pour tout. Et elle a commencé à parler de toi, de la maison, de l'argent que tu avais. Au début, je lui ai dit non, que ce n'était pas bien, que tu étais ma mère. Mais elle disait, ce n'est pas voler, c'est juste anticiper ton héritage. Un jour, tout ça sera à toi de toute façon. Pourquoi attendre? Et moi, j'étais faible, j'avais peur de la perdre, j'avais peur de tout perdre, alors j'ai écouté. Petit à petit, elle m'a convaincue que tu étais vieille, que tu ne savais plus gérer, que c'était notre rôle de t'aider. Et je me suis mis à le croire. Je me suis mis à te regarder comme un problème à résoudre, pas comme ma mère. Il a pleuré. Maman, je suis désolée, tellement désolée. Je n'ai aucune excuse, aucune. J'ai trahi tout ce que papa t'avait appris, tout ce que tu m'avais appris. J'ai trahi ton amour, ta confiance. Je me dégoûte moi-même. Je l'ai regardé pleurer, et une partie de moi voulait le prendre dans mes bras, le consoler, lui dire « Ce n'est rien, je te pardonne, reviens ». Mais je ne pouvais pas, parce que ce n'était pas juste des mots qu'il fallait, c'était des actes. « Guillaume, tu me dis que tu es désolé, mais désolé de quoi ?» Il a levé les yeux. « De tout, de t'avoir trahi, de t'avoir fait du mal. Non. Quoi? Tu n'es pas désolé de m'avoir trahi, tu es désolé de t'être fait prendre. » Il a ouvert la bouche pour protester, mais il s'est arrêté, parce que c'était vrai. Mais Guillaume, si la banque ne m'avait pas appelé, si je n'avais pas trouvé le carnet de Stéphanie, est-ce que tu aurais continué? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas. Moi, je sais, oui, tu aurais continué. Jusqu'au bout. Tu m'aurais mise dans une maison de retraite. Tu aurais vendu ma maison. Tu aurais pris mon argent. Et tu te serais dit, c'est pour son bien. Elle est vieille. Elle ne s'en rendra pas compte. Et tu aurais dormi tranquille. Il pleurait de plus belle. Non, non, maman. Si, Guillaume. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Quoi? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la maison. Ce n'est même pas la trahison. C'est que tu m'as regardé disparaître. Pendant 2 ans, je me suis effacée. Je suis devenue invisible. Je marchais sur la pointe des pieds dans ma propre maison. Je ne parlais plus. Je ne riais plus. Je n'existais plus. Et toi, tu regardais, et tu ne disais rien. Tu as laissé cette femme me traiter comme une domestique, me cracher dessus, m'appeler parasite. Et toi, tu as dit, elle a raison. C'est ce que tu mérites, ton propre fils. Guillaume ne pouvait plus parler. Il pleurait trop fort. Et moi, je suis restée calme, parce que j'avais besoin de dire tout ça, pas pour lui faire mal, mais pour me libérer. Guillaume, je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé seul après la mort de ton père. Je t'ai tout donné. Mon temps, mon argent, mon amour. Et toi, tu m'as traité comme un obstacle. Mais tu sais quoi? Il a levé les yeux. Je ne t'en veux pas. Il a froncé les sourcils. Quoi? Je ne t'en veux pas. Mais comment? Parce que la colère, ça empoisonne. Et j'ai décidé de ne plus laisser personne m'empoisonner. Ça ne veut pas dire que je te pardonne. Pas encore. Peut-être jamais. Ça veut dire que je te laisse partir. Je te laisse avec tes choix, avec tes conséquences, avec ta vie. Maman, Guillaume, écoute-moi bien. La vie a une façon de rendre justice. Pas tout de suite, pas de manière spectaculaire, mais elle le fait. Tu as construit ta vie sur le mensonge, sur la manipulation, sur la trahison. Ce genre de fondation, ça ne tient jamais. Tôt ou tard, tout s'effondre. Et quand ça arrivera, et ça arrivera, tu seras seul. Parce que les gens comme Stéphanie, ils restent tant qu'il y a quelque chose à prendre, mais quand il n'y a plus rien, ils partent. Et tu te retrouveras seul avec tes choix. Moi, je n'ai pas besoin de te punir. La vie s'en chargera. Mon rôle, c'est de vivre, de guérir, de reconstruire, et de te laisser faire ton propre chemin. Il a hoché la tête, incapable de parler. Est-ce que tu es encore avec elle? Il a hésité. Oui, on loue un petit appartement. C'est difficile. Elle n'est plus la même. Depuis qu'on est parti. Évidemment. Quoi? Elle t'aimait pour ce que tu avais. Maintenant que tu n'as plus rien, il n'a rien dit. Parce qu'il savait que j'avais raison.
Guillaume, je vais te dire quelque chose que mon père m'a dit quand j'étais jeune. Quoi? Les gens te montrent qui ils sont quand tu n'as plus rien à leur offrir. Il a fermé les yeux. Je pense que tu devrais partir maintenant. Maman, est-ce qu'on pourra un jour? Je ne sais pas, Guillaume. Honnêtement, je ne sais pas. Si tu veux qu'on ait une relation un jour, tu dois changer. Vraiment. Pas pour moi, pour toi. Tu dois devenir l'homme que ton père aurait été fier d'appeler son fils. Et ça prend du temps. Beaucoup de temps. Il s'est levé. Il s'est approché de moi. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? J'ai hésité. Et puis j'ai dit, oui. Il m'a serré dans ses bras. Et j'ai senti son corps trembler contre le mien. Il pleurait comme un petit garçon. Et moi, je suis restée là, les bras autour de lui, en pensant, c'est peut-être la dernière fois. Quand il est parti, je l'ai regardé s'éloigner dans la rue. Il s'est retourné une fois. Il m'a regardé. Et puis il est parti. J'ai fermé la porte. Je me suis adossée contre elle. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère. Juste de soulagement. Parce que j'avais dit ce que j'avais à dire. Parce que j'avais fait ce que j'avais à faire. Parce que j'étais libre. Les jours suivants, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Une paix profonde. Pas le bonheur, pas l'euphorie, juste la paix. J'ai recommencé à vivre, à sortir, à voir des amis, à jardiner, à lire. J'ai même commencé à peindre. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Depuis avant la mort d'Henry. Un matin, j'ai reçu un appel. De Pauline. « Daphné, il y a une exposition de peinture au musée ce week-end. Tu veux venir avec moi ?» J'ai souri. Oui, j'aimerais beaucoup. Et j'y suis allée. J'ai regardé les tableaux. J'ai bu du vin. J'ai ri avec mes amis. Et pendant un moment, j'ai oublié tout ce qui s'était passé. J'ai juste été moi. Un après-midi, en rangeant le grenier, j'ai trouvé une boîte. Une vieille boîte en carton avec des lettres. Des lettres que j'avais écrites à Henri quand nous étions jeunes. Des lettres qu'il m'avait écrites. Je les ai lues et j'ai pleuré. Mais pas de tristesse, de gratitude. Parce que j'avais eu ça, cet amour, cette vie, cette famille. Pendant longtemps, ça avait été beau. Et même si ça s'était terminé dans la douleur, ça avait existé. Et personne ne pouvait me l'enlever. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet « 12 décembre. J'ai vu Guillaume. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il changera. Je ne sais pas si on se reverra. Mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, parce que j'ai choisi de me respecter, de me protéger, de vivre. Et j'ai compris quelque chose. La vengeance, ce n'est pas nécessaire. La vie se charge de rendre ce qu'on lui donne. Guillaume récoltera ce qu'il a semé, tôt ou tard. Moi, je n'ai qu'à vivre. Et c'est exactement ce que je vais faire. J'ai regardé mes clés, celles que j'avais serrées pendant si longtemps comme une bouée de sauvetage, et je les ai posées sur la table, parce que je n'en avais plus besoin. Je savais que cette maison était la mienne. Je savais que cette vie était la mienne. Je n'avais plus besoin de symboles pour me le rappeler. Ce soir-là, je me suis couché tôt. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais est entré. J'ai regardé les étoiles. Et j'ai murmuré « Henri, j'ai fait de mon mieux. J'espère que tu es fier. » Et quelque part, dans le silence de la nuit, j'ai senti comme une réponse. Pas des mots, juste une présence. Comme si Henri me disait « Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, vis. Sois heureuse. Tu le mérites. » Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, sans peur, sans douleur, juste en paix. 6 mois ont passé. 6 mois pendant lesquels j'ai vécu ma vie, tranquillement, sereinement, sans nouvelles de Guillaume, sans nouvelles de Stéphanie, juste moi, ma maison, mes amis, mon jardin, ma paix. Un après-midi de juin, Marguerite est venue prendre le thé. Nous étions assises dans le jardin, sous le cerisier. Les pivoines avaient fleuri, magnifiques, roses et blanches, comme une résurrection. « Daphné, tu as des nouvelles de Guillaume ?» a-t-elle demandé doucement. « Non, aucune. Et ça va ?»« Oui, ça va. » Et c'était vrai. Tu sais, Marguerite a hésité. J'ai croisé quelqu'un qu'il connaît. Mon cœur s'est serré un peu. « Ah oui ? Il paraît que les choses ne vont pas bien pour lui. » Je n'ai rien dit. Marguerite a continué. « Stéphanie l'a quitté, il y a 3 mois. J'ai bu une gorgée de thé. Je vois. Elle est partie avec un autre homme, quelqu'un de plus riche, apparemment. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste une sorte de
Confirmation. Elle est partie dès qu'il n'avait plus rien à offrir. Exactement, a dit Marguerite. Et Guillaume? Il vit seul maintenant, dans un studio. Il a des dettes. Il a dû vendre sa voiture. Apparemment, il a perdu son travail aussi. Des problèmes avec son entreprise. Une histoire de confiance brisée. J'ai regardé le cerisier. Les fleurs dansaient dans le vent. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Tu savais que ça arriverait. Oui. Est-ce que tu vas lui tendre la main? J'ai réfléchi. Non, pas maintenant. Peut-être jamais. Tu ne ressens rien pour lui? Si, de la tristesse, mais pas de la culpabilité. Guillaume doit apprendre. Il doit comprendre que les actes ont des conséquences. Si je le sauve maintenant, il n'apprendra rien. Il faut qu'il touche le fond, qu'il se relève seul, qu'il devienne l'homme qu'il aurait dû être. Et s'il n'y arrive pas, alors ce sera son choix, pas ma responsabilité. Marguerite a hoché la tête. Tu as raison, tu as beaucoup changé, Daphné. Non, je suis redevenue moi-même. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Guillaume, une vraie lettre, manuscrite, sur du papier jauni. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. Et puis j'ai lu. Maman, je ne m'attends pas à ce que tu me répondes. Je ne m'attends à rien. Je voulais juste te dire que tu avais raison. Surtout, Stéphanie est partie. Mon travail aussi. Mes amis aussi. Je me suis retrouvée seule, avec rien. Et j'ai compris que tout ce que j'avais construit était faux, que je n'étais rien sans toi, sans ce que tu m'avais donné. J'ai honte, j'ai mal, et je sais que c'est ce que je mérite. Tu m'as dit que la vie rendait ce qu'on lui donnait. Tu avais raison, je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant, et que je suis désolée, vraiment désolée. Guillaume. J'ai replié la lettre. Je l'ai posée sur la table, et je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni tristesse. Juste du calme. Je ne lui ai pas répondu. Pas par cruauté, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. La vie lui avait donné sa leçon. À lui maintenant de décider quoi en faire. À lui de se relever. À lui de changer. Sans moi. Un soir, j'ai croisé une voisine au marché. Elle m'a dit « Daphné, vous avez l'air tellement bien. Vous rayonnez. » J'ai souri. « Merci. Je vais bien. » On raconte que votre fils, qu'il y a eu des problèmes. J'ai pris une grande respiration. Oui, il y a eu des problèmes, mais tout est résolu maintenant. Et il va bien? Je l'espère, mais ce n'est plus ma responsabilité. Elle a hoché la tête, un peu surprise, mais respectueuse, parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. Aimer quelqu'un ne veut pas dire tout accepter. Aimer quelqu'un ne veut pas dire se laisser détruire. Parfois, aimer quelqu'un, c'est le laisser tomber, pour qu'il apprenne à se relever seul. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet. 28 juillet. J'ai appris que Guillaume avait tout perdu. Stéphanie, son travail, tout. La vie lui a rendu ce qu'il avait donné. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Juste la confirmation que la justice existe, pas celle des tribunaux, celle de la vie, celle du karma. Elle m'avait traité de folle, de parasite. Des années plus tard, c'est elle qui s'est retrouvée seule, vide, sans rien. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, j'ai 69 ans. 1 an a passé depuis que Guillaume et Stéphanie sont partis de ma maison. 1 an pendant lequel j'ai réappris à vivre, à respirer, à être moi-même. Ce matin, je me suis réveillée avec le soleil. J'ai préparé mon café. Je me suis assise dans le jardin, sous le cerisier. Les pivoines sont plus belles que jamais. Et moi aussi. Guillaume m'a écrit 3 fois encore. De courtes lettres, humbles, sincères. Je lui ai répondu à la dernière, pas pour lui pardonner complètement, mais pour lui dire que je lui souhaitais de trouver la paix, que je lui souhaitais de devenir l'homme qu'il devait être, et que si un jour il y arrivait vraiment, peut-être qu'on pourrait parler, peut-être, mais sans promesse, parce que j'ai appris qu'on ne doit rien à personne, même pas à son propre enfant, quand il vous a traité comme un parasite. Hier, une jeune femme est venue sonner à ma porte, la fille de Marguerite. Elle m'a dit « Madame Colline, ma mère m'a raconté votre histoire, et ça m'a aidée, parce que moi aussi, je vis une situation difficile, avec ma belle-mère, et votre histoire m'a donné du courage. » Elle a pleuré dans mes bras, et je lui ai dit « N'attends pas 2 ans comme moi, dis non maintenant, défends-toi maintenant, tu le mérites. » Quand elle est partie, j'ai compris que tout ce que j'avais traversé avait un sens, que ma douleur pouvait servir,
qu'elle pouvait aider d'autres femmes, à ouvrir les yeux, à se défendre, à se respecter. Alors j'ai décidé de raconter mon histoire, pas pour me venger, pas pour humilier Guillaume, mais pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, que ce n'est pas normal de disparaître dans sa propre vie, et que même à 68 ans, même quand tout semble perdu, on peut se relever. On peut reprendre sa vie, on peut dire non. Ce soir, je suis assise dans mon salon. Mes photos sont au mur, ma poêle est à sa place, mes torchons brodés aussi. Ma maison est redevenue ma maison. Et moi, je suis redevenue moi. Je regarde mes clés sur la table. Je ne les serre plus dans ma main. Je n'en ai plus besoin, parce que je sais qui je suis, et je sais ce que je vaux. Guillaume récolte ce qu'il a semé, Stéphanie aussi. Et moi, je récolte la paix, la dignité, la liberté. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, si elle aide ne serait-ce qu'une personne à dire non, à se défendre, à se respecter, alors tout cela aura eu un sens. La vie m'a appris quelque chose de précieux, que la justice existe, pas celle des tribunaux, celle du temps, celle du karma. Les gens qui trahissent finissent toujours seuls, les gens qui manipulent finissent toujours perdus. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Alors moi, je donne de l'amour, de la gentillesse, de la paix, et je reçois la même chose en retour. Ce soir, avant de me coucher, je vais dans le jardin. Je m'assois sur le banc, je regarde le cerisier, les étoiles, et je murmure « Merci, Henri. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Je suis devenue la femme que tu aurais été fière de connaître. Je suis forte, je suis libre, et je suis en paix. Et quelque part, dans le silence de la nuit, je sens comme une présence. Une main sur mon épaule, un sourire dans le vent, et je sais qu'il est là, qu'il a toujours été là. Je rentre dans ma maison. Je ferme la porte à clé, et je souris, parce que demain sera un nouveau jour, un jour à moi, un jour de vie, un jour de liberté. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.